partie, hein. Donc des entreprises qui déjà mettent en place de la méthodologie ou de la philosophie de type DevOps, mais qui n'intègrent pas la sécurité vraiment de façon extrêmement approfondie. Le risque, eh bien, c'est tout simplement de, perdre de l'argent. En fait, c'est aussi simple que ça. Alors, salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir un invité de marque, en l'occurrence Jordan. Donc, salut Jordan, comment tu vas? Salut Diran, ça va bien? J'espère que toi aussi. Oui, ça va, ça va. Surtout que je suis super excité à l'idée d'échanger sur des sujets d'actualité, en l'occurrence le DevSecOps. On entend énormément parler. Et étant donné que tu es un expert dans le domaine, j'ai souhaité vraiment que l'on parle de ça aux personnes qui m'écoutent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le podcast, pour essayer de les édifier avec ton retour d'expérience sur cet aspect lié à la sécurité. Mais avant, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours, comment est-ce que tu as fait pour en arriver à travailler chez l'immense Google? Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Bien sûr. Alors, j'ai un parcours, qui est un peu atypique, hein, parce que j'ai pas toujours fait de l'informatique. En fait, à la Oui. base, j'ai fait plutôt des études de santé, ce qui n'a Ah absolument ouais? rien à voir et Ce donc que je savais pas. je me suis réorienté, un peu après, puisque j'ai voulu retourner vers ma passion première qui était l'informatique Oui. et en fait, ce qui est un peu drôle, c'est qu'initialement, de formation, je suis ingénieur réseau en vrai, donc j'étais plutôt spécialisé sur les aspects, liés au réseau dans des environnements avec, du Cisco principalement et Oui. j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant un moment. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que je trouvais que, les réseaux informatiques étaient très intéressants, mais Oui. hem, j'étais un peu frustré parce que je voulais explorer, d'autres aspects de l'informatique et donc je me suis Mmh. formé sur, du système, plutôt Oui. Linux, hein, sur les systèmes propriétaires, j'avoue que j'ai pas beaucoup de plus-value Et pourquoi pas et Windows? je c'est pas là où j'excelle en tout cas. OK, Je ne OK, ça critique va. pas, je respecte les Windowsiens, il y a la guerre n'est pas déclarée chez moi et donc je me suis formé en système Linux Oui. et là encore, je me suis retrouvé frustré, il me manquait quelque chose et donc j'ai commencé à utiliser du Python pour, automatiser beaucoup de tâches Oui. et naturellement, j'ai été amené à faire de la sécurité informatique petit à petit puisque, dans les différentes missions que j'ai pu faire, il y avait souvent, la volonté d'avoir des security champions. Oui. C'est ce sur quoi on reviendra un petit peu plus tard, je pense, Tout à fait. au sein des équipes dans lesquelles je bossais et c'était moi le security champion et donc c'est comme ça que je suis monté en compétences en sécurité et puis petit à petit, j'ai aussi travaillé dans des ESN spécialisés en cybersécurité et heu OK. et comme j'étais DevOps et que je travaillais dans des environnements plutôt liés à la cyber, bah, Oui. naturellement, j'ai fait merger les 2 et ça s'est transformé en DevSecOps. En OK. résumé, ça donne ça, mais on va dire que Oui. je travaille sur le dev, la sécu et la partie opérationnelle, tout ça Oui. ensemble depuis à peu près, 5-6 ans, mais que ça fait une dizaine d'années que je bosse dans l'informatique aujourd'hui. OK, OK, je vois. Et du coup, on va dire, qu'est-ce qui a été un facteur important lorsque tu, as été pris chez Google? Est-ce que c'est l'aspect sécurité qui a joué en ta faveur lorsque tu es allé chez eux? Est-ce qu'ils mettent l'accent dessus dans les recrutements? Alors pas vraiment. En fait, ce qui est alors oui, mais de façon indirecte, en fait. OK, C'est-à-dire que ce qui les intéresse particulièrement chez Google, c'est la personnalité avant les compétences techniques, mais ce serait mentir que OK, de dire qu'ils ne regardent pas les compétences techniques, hein, c'est bien sûr tout que à si. fait. Et en fait, ce qui les intéressait, c'est que comme aujourd'hui chez Google, je suis customer engineer généraliste, Oui, je parle de tous les sujets. Donc des OK, sujets pure cloud, de dev, de sécurité, de système et etc. oui, Et c'est surtout ça qui les a intéressés, c'est-à-dire, la capacité à pouvoir, parler, échanger, oui, challenger et comprendre aussi des challenges de tout plein de domaines différents, tout en ayant une spécificité, un domaine dans lequel on est un peu oui, plus à l'aise. Alors pour ma part, c'est plutôt la sécurité, évidemment, mais ouais, chacun de mes collègues a des spécificités différentes. Il y en a un, c'est plutôt la partie base de données, par exemple, ouais, ce ouais, sur quoi j'avoue être un petit peu à l'aise. moins, à l'aise. Il Oui, y en a d'autres, c'est l'intelligence artificielle, il y en a, c'est le machine learning et
Et tu vois, en Ouais. fait, la sécurité arrive comme, quelque chose qui va cimenter un petit peu, toutes les compétences, puisqu'aujourd'hui, il y a un vrai Mmh. momentum autour de l'intelligence artificielle Tout à fait. Tout et à la fait. sécurité, est pour l'instant Mmh. laissée un peu de côté et je pense qu'elle va arriver, je Ouais. je suis même sûr qu'elle va arriver dans pas très longtemps puisque l'intelligence artificielle et les LLM, Tout à fait. ChatGPT, Bard et autres, présentent Oui. beaucoup de choses intéressantes, mais nécessitent la mise en place de la sécurité aussi. La sécurité. OK, je vois, je vois. Et du coup, je pense que tu es également la preuve que, on peut toujours se remettre à ses passions à tout moment si on a de la volonté. Je pense que c'est aussi ça qu'on peut retenir parce que, on va dire contrairement à toi, bon, moi je suis né dans l'informatique, voilà, je suis vraiment pur souche jus, je savais que je devais faire informatique. Mais il y a souvent des gens qui me posent la question et ils sont très nombreux parce qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent en question sur les métiers qu'ils avaient choisis à la base et ils se disent: «Est-ce que vraiment je peux me lancer?» Donc les amis, vous savez maintenant que vous pouvez même finir chez Google. Voilà, donc on en Et a oui, la et preuve et et vivante. c'est en fait, on a de la chance, je trouve, de Oui. travailler dans une branche, donc l'informatique, Mmh mh. Mmh. qui est suffisamment large pour en faire le métier qu'on a envie d'en faire. Tout à Ce fait. qui est pas forcément le cas de toutes les spécialités ou de tous les domaines. Oui. L'informatique vous donne la chance de faire ce que vous avez envie de faire, si vous le Mmh. souhaitez et c'est aussi je trouve, un des domaines dans lesquels le travail paye toujours. Tout à Heu, fait. Malheureusement, ça peut arriver qu'on peut être un acharné de travail et ne pas avoir de Oui. réussite, hein, mais dans Mmh. l'informatique, c'est plutôt rare. En général, OK. quand on travaille dur et qu'on s'investit énormément, on Oui, a un retour sur investissement. Je ne parle pas financier, mais ça arrive tout à aussi, fait. hein, mais Tout à on a un fait. retour sur investissement et c'est le bonheur absolu parce qu'on voit Mmh. le fruit de son travail et je pense qu'il y Ouais. a rien de plus, motivant au quotidien. Tout à fait, je vois, je vois, je vois. En tout cas, très intéressant. Et du coup, en parlant de sécurité, comment est-ce que tu pourrais expliquer le DevSecOps à des personnes qui ne sont même pas de l'IT? Imaginons, tu fais une présentation en entreprise, voilà, et il y a des personnes d'autres départements. Comment est-ce que tu leur définirais ça? Ah, une excellente question. Je me suis entraîné sur ma famille qui n'est pas une famille, d'informaticiens, donc comme ça, Oui, j'ai pu tester. En oui. général, je prends un exemple, qui est assez simple à comprendre. C'est que, dans la plupart des entreprises, il y a les développeurs. Les gens arrivent à peu près à savoir, hein, le développeur, Mmh. c'est, une personne qui va réaliser du code et Tout à fait. mettre à disposition ce code auprès d'utilisateurs, donc une Mmh. application qui va être utilisée et dans l'entreprise, donc il y a les développeurs, mais il y a aussi donc les opérationnels et ça, pour le coup, les gens ont un peu plus de mal à comprendre en quoi ça consiste vraiment. Mais Oui, pour être, vraiment très factuel, les oui. ops, comme on les appelle, ce sont des personnes qui vont mettre à disposition le matériel, donc Oui, je parle oui. de matériel physique, mais ça peut être aussi des logiciels, à Mmh. disposition des développeurs pour qu'ils puissent mettre leur code dessus et donc que les utilisateurs finaux puissent y accéder. De Mmh. façon extrêmement résumée, c'est un petit peu l'idée et après, le DevOps, ça va Oui. être, la pratique qui va relier les 2. Finalement, ce ne seront plus 2 personnes différentes, mais une seule et même personne qui va Mmh. pouvoir à la fois réaliser son code, mais aussi créer l'ensemble des éléments sur lesquels ce code va être hébergé pour être mis à disposition des utilisateurs. Maintenant, la sécurité, il y a un vrai débat sur le sujet, il faut le savoir. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, le DevSecOps, c'est du Mmh. DevOps, mais qui est bien fait. Puisque normalement, lorsque l'on fait du DevOps, la sécurité est partie intégrante de ce processus complet. Je suis d'accord, c'est vrai. Seulement, le DevSecOps a une particularité un petit peu différente de celle qu'on peut retrouver dans le DevOps. C'est Oui. que on va chercher ou essayer de mettre en œuvre un certain nombre de méthodologies spécifiques à la sécurité qui vont permettre de s'assurer qu'on n'a plus besoin véritablement de s'inquiéter, au Mmh. quotidien de la sécurité dans nos développements et aussi dans nos serveurs qu'on va mettre à disposition. Puisque en intégrant la sécurité le plus en amont possible, Oui. on a très peu de chances de mettre à disposition des utilisateurs finaux du code ou des environnements qui sont vulnérables et c'est Mmh. en suivant cette méthodologie-là que le DevSecOps prend toute sa part. Oui. C'est-à-dire comment faire du DevOps de manière à ne plus avoir à me soucier de la Mmh. sécurité puisqu'elle sera intégrée dans tout le cycle de développement à la Ouais. source même, Mmh. de ce qui fait la valeur, c'est-à-dire le code. Tout à fait.
OK, je vois, je vois. Très intéressant, je pense que les auditeurs vont parfaitement comprendre et je vois effectivement que tu es, assez à l'aise dans les explications. C'est important de rappeler que tu es également formateur, d'où Mmh. ma question: qu'est-ce qui t'a amené dans la formation et qu'est-ce qui te plaît à l'intérieur? Parce que tu as réalisé quand même pas mal de formations sur les plateformes digitales. C'est vrai et en fait, j'ai été aussi instructeur dans les écoles d'ingénieurs à Paris pendant quelques années, Ouais, en informatique bien sûr. ouais. Pourquoi? Parce que je trouvais que l'enseignement, était bon, en France, hein, j'entends, Oui. mais qu'il était parfois un petit peu décorrélé de, la réalité du marché et que les compétences qu'on était en capacité d'acquérir dans les écoles n'étaient Mmh. pas nécessairement les compétences qui étaient toujours recherchées sur le marché du travail. Ouais, C'est une première chose et j'aurais été extrêmement hypocrite d'avoir critiqué pendant beaucoup de temps de mes études, l'enseignement et après, bah, ouais. de ne pas avoir essayé de faire quelque chose pour améliorer ça. En tout cas, Mmh mh. dans ma philosophie des choses. Donc pour pas être hypocrite, je me suis mis à faire de la formation et il y a un cercle vertueux dans la formation, en tout cas quand on est instructeur et qu'on essaye d'enseigner des choses, ce qu'on pourrait appeler innovantes, c'est-à-dire vraiment qu'on Ouais, fait au quotidien, c'est que ça nous oblige à un certain niveau d'excellence, pour pouvoir l'enseigner. ouais. C'est-à-dire que ma grande hantise quand j'étais, prof, c'était de me faire coller par un étudiant et je pense que je suis pas le Tout seul. À à mon fait. avis, on est plusieurs à avoir cette petite peur et donc pour Mmh. éviter de me faire coller par un étudiant, je deep dive à fond sur tous les sujets, vraiment, je Ouais. alors parfois, je pense que c'est pas nécessaire d'aller aussi loin, mais je Mmh. creuse beaucoup, 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 ce qui fait que je monte énormément en En compétences compétence. lorsque OK. j'enseigne un sujet, j'enseigne un thème Mmh. et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour le DevSecOps, pour le coup. Oui. Je pensais maîtriser très bien le sujet et lorsque j'ai voulu écrire, un ouvrage sur le sujet ou créer, du contenu permettant de former les étudiants Oui. et bah, je me suis rendu compte que je connaissais pas mal de choses, mais qu'il y avait Ouais. beaucoup, beaucoup de choses que je connaissais pas, en fait et Tout donc à là fait. encore, ça m'a fait monter en compétences. En OK. résumé, pour répondre à ta Ouais. question, pourquoi j'ai fait de l'enseignement? Pour pouvoir monter en compétences, ce qui peut paraître, paradoxal, mais en fait, c'est Ouais. tout à fait vrai. Pour pouvoir ne pas être hypocrite et me regarder dans le miroir tous les jours, en étant fier de moi et Ouais. j'avoue qu'il y a une troisième raison, c'est que et c'est notamment pour ça que j'ai publié des cours en e-learning et Ouais. que lorsque j'étais prof, j'ai enseigné dans des écoles qui étaient pas réputées du tout. Alors certaines oui, mais d'autres non. Mmh. C'est que c'était essentiel pour moi de mettre à disposition la connaissance, et la qualité, que je pouvais apporter à un nombre, le plus large possible de personnes, y compris des personnes qui n'auraient pas été forcément favorisées, que ce soit par Ouais. leur milieu social, leur milieu professionnel, ou, leur zone géographique. Je voulais Ouais. qu'une personne qui se situe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe ait le même niveau, de Mmh. qualité en accédant à ces formations-là. Donc, il y avait aussi un petit peu de social derrière tout ça, c'était important. Ouais. Moi-même, j'ai grandi, j'ai grandi dans des zones, qu'on appelait ZEP à l'époque, qui aujourd'hui, je crois, s'appellent Ouais. des REP. Ouais. Et donc j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance de bénéficier, bah, de certains accompagnements spécifiques et c'était Mmh. normal de rendre un petit peu ça, en grandissant. OK, je vois, très intéressant et du coup, vu que tu as, on va dire quoi? Tu as suivi une transformation pour passer notamment de ton domaine de formation qui était un peu lié à la médecine, en tout cas au monde de la santé, Mmh. à l'IT. Quelles sont les ressources qui t'ont aidé à pouvoir faire cette transition et surtout de rester en continu up to date? Ah, ça c'est une excellente question aussi. Hem, je dirais que internet est une vraie mine d'or, mais internet a le défaut, de sa qualité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ressources et malheureusement ou heureusement, faut voir de quel côté on se situe de la pièce, il y a aussi Ouais. beaucoup de contenu qui n'est pas, très qualitatif, soit Oui. parce qu'il ne répond qu'à certains environnements use case très précis, soit parce Mmh. qu'il n'est disponible, qu'en anglais, par exemple et Mmh. tout le monde n'est pas, en capacité de pouvoir évoluer dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ces formations-là, pour mettre du contenu francophone, parce que ça manque Ouais, un ouais. petit peu, je trouve et en France, on a des gens
extrêmement talentueux. Dans la Ouais. francophonie, on a des gens extrêmement talentueux Mmh. et c'est important aussi de mettre à disposition du contenu. Donc pour ma part, je me suis formé en anglais pour pouvoir accéder à du contenu le plus qualitatif, Ouais, ce qui m'a OK, pris du je vois. temps, pour être honnête. Ouais, Et j'ai été, notamment cibler des personnes plus que des sites internet, OK. desquels je me suis rapproché et à qui j'ai tout simplement demandé, comment est-ce qu'elles se sont formées, qu'est-ce qu'elles ont utilisé comme source et j'ai compilé un Ouais, petit peu tout ça à l'époque pour, ouais. moi-même regarder les vidéos, les livres, Oui, aller oui, je beaucoup aux vois. conférences. En fait, il y a énormément de Mmh. conférences en ligne ou des salons qui sont gratuits ou en tout cas où on Mmh. peut avoir une invitation gratuite et c'est une vraie mine d'or. Heu, Pas forcément de deep dive technique, parfois oui, Mmh mais pas mh. toujours. Par contre, la vraie mine d'or, c'est le réseau professionnel et surtout Oui. le fait d'être au courant des sujets d'actualité, des sujets du moment. Et de Mmh. pas se former sur des technologies qui sont en train de mourir. Ça peut arriver, hein, parfois on se trompe, on ne va pas dans la bonne direction. Mais là, si Oui. on va dans les conférences du DevOps, du DevSecOps et qu'on est en contact avec d'autres professionnels, on voit tout de suite les mots-clés qui reviennent tout le temps, Les tendances et tout. Mmh. ceux que les gens abordent assez peu, ceux Ouais. sur lesquels beaucoup de gens investissent. Bref, les conférences, je trouve que c'est une vraie mine d'or. Surtout qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup en remote, donc pas besoin de se déplacer et on peut avoir Ouais. du contenu très qualitatif. OK, je vois, je vois. Alors maintenant, on va donc rentrer un peu plus en profondeur sur notamment la partie, DevSecOps. Donc pour toi, quels sont les risques d'une entreprise qui n'adopterait pas, le DevSecOps? Quels sont les risques si l'entreprise ne met pas vraiment, voilà, Alors dans oui. en fait, cette question, elle pourrait être divisée en 2. C'est-à-dire une entreprise qui fait du DevOps, mais qui n'applique pas la sécurité de manière intégrée dans bon, ce qui fait le Oui. DevOps, elles ont des risques et puis il y a des entreprises qui n'appliquent pas la sécurité, ça c'est d'autres risques. On va Mmh. plutôt parler de la première partie, hein, donc des entreprises qui déjà mettent en place de la méthodologie ou de la philosophie de type DevOps, mais qui n'intègrent pas la sécurité vraiment de façon extrêmement approfondie. Le risque, eh bien, c'est tout simplement de, perdre de l'argent. En fait, c'est aussi simple que ça. Heu, Pourquoi je parle d'argent là? Parce que en fait, lorsque l'on fait, de la sécurité, la plupart du temps, on cherche à protéger des ressources. Ces ressources qu'on souhaite à protéger, pourquoi est-ce qu'on veut les protéger? C'est bien parce qu'elles ont une certaine valeur et c'est ça dont enfin, ce à quoi je fais référence lorsque je parle de valeur, d'argent. Lorsque vous n'appliquez pas la sécurité dans le cycle de vie global, de votre matériel, donc du Oui, développement des serveurs, vous mettez votre entreprise, votre contenu, vos applications, vos serveurs, vos documents, heu, à risque d'être compromis et tout à cette fait. compromission, elle peut être de 3 types. Soit c'est de rendre indisponible le contenu, soit c'est de le modifier, soit c'est de le voler. Ah, il y a Mmh. d'autres possibilités encore, hein, mais c'est les 3 principales. Donc pour éviter ça, si on applique la sécurité dès le départ dans le cycle de vie du DevOps et à différents éléments, je sais qu'on va en reparler plus tard, hein, Oui, ça permet d'éviter de perdre énormément de temps à tout sécuriser une fois que tout est déjà déployé. Ça, c'est extrêmement compliqué, mmh, imagine une maison, tu construis toute une maison, OK? Tu as terminé oui, ta maison et à la fin tu te dis: «Mince, j'ai oublié tel tuyau, j'ai oublié de mmh, brancher tel câble, de faire passer tel câble dans tel mur». C'est le meilleur moyen de tout casser, de perdre du temps, de ouais, l'argent. Alors que si jamais, au moment où tu construis ta maison, tu as déjà tout en tête de la manière dont tu vas faire passer tes câbles ou tes tuyaux pour la plomberie, tu ne vas ouais, pas perdre d'argent à tout recasser pour pouvoir refaire quelque chose de plus propre. Le tout à fait, DevSecOps, c'est tout à fait. exactement ça. Comment construire ta maison de manière à ne pas avoir à recasser des éléments plus tard pour Mmh. pouvoir la rendre plus fonctionnelle et plus résiliente. OK, je vois. En tout cas, c'est très, très clair et du coup, ça amène ma prochaine question dans la mesure où, lorsqu'on travaille dans l'univers du DevOps, il y a énormément d'outils open source et il y en a vraiment une pléthore en termes de librairies et de dépendances. Alors, quelles mesures les entreprises doivent donc prendre pour assurer l'intégrité de leur système d'information face à ces outils open source? Parce que si je sais que tu utilises un outil open source comme WordPress,
En fait, il me suffit juste de savoir quelle est la version, je récupère les plugins et je peux détecter la vulnérabilité. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on est en gros à découvert avec les outils, open source. Le code est disponible. Donc comment est-ce que l'entreprise doit retravailler sa philosophie autour de la sécurité? Alors l'open source, a beaucoup d'avantages et évidemment, il a quelques inconvénients. Mmh. Le premier inconvénient, c'est que le code est disponible. Alors parfois c'est un intérêt, parfois c'est un inconvénient. Il y a un autre inconvénient qui pour moi est plus important, c'est qu'il y a parfois certaines librairies, certains outils qui sont développés par des gens comme toi et moi et Oui. qui, au bout d'un moment, c'est comme si moi je développe un nouvel outil, il se peut que, mes priorités changent et que donc j'arrête de mettre de l'énergie dans cet outil, dans sa mise à jour, dans son maintien en condition opérationnelle. Ce Mmh. qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des librairies open source, mais qui s datent de 7 à 8 ans et je caricature pas, hein, quand je dis ça, hein, qui n'ont Ouais. pas été mis à jour depuis 8 ou 9 ans. Ça arrive très fréquemment, ça c'est des portes ouvertes à toutes les vulnérabilités puisque on peut faire énormément d'attaques sur des vieilles librairies. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de documentation sur le sujet, de savoir quel est le pourcentage de librairies open source qui sont faillibles et Dieu sait qu'il y en a énormément donc je vous laisse, aller chercher un peu sur internet, vous allez voir, il y a des choses très intéressantes et très édifiantes et Ouais. aussi qui sont liées au langage. Tous les langages n'ont pas le même niveau d'exposition. Mmh. Forcément, plus un langage est utilisé, plus il est exposé, c'est naturel. Tout à fait. Hem, les entreprises qui arrivent à pallier à cette problématique sont celles qui conservent un inventaire clair et net de l'ensemble des librairies et des dépendances qu'ils utilisent. Je parle de librairies et de dépendances d'un point de vue code. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, ça s'appelle un SBOM, donc c'est comme une espèce de liste de l'ensemble des Oui. dépendances. Ça permet de savoir que lorsque une nouvelle vulnérabilité est découverte sur une librairie, de savoir si notre application ou nos applications utilisent cette librairie ou utilisent des dépendances qui elles-mêmes utilisent cette librairie, parce que c'est OK. difficile de retracer tout l'arbre Tout de à fait. dépendances. Ouais, ouais, Et ouais. donc, on en reçoit la notification, on le sait, grâce à cet arbre de dépendance qu'on a créé et il y a des logiciels qui vous permettent de le faire à votre place parce que je ne vous cache pas que c'est assez pénible, Ouais. de recréer cet arbre de dépendance, vous allez Mmh. pouvoir identifier et corriger la vulnérabilité. Mais donc, ça nécessite d'avoir du matériel, donc d'avoir cet arbre de Ouais. dépendance. Ça nécessite d'avoir aussi un système d'alerting et ça nécessite d'avoir une personne en capacité de mettre à jour et de corriger les vulnérabilités sans que ça casse l'ensemble de l'application. Ça, c'est encore un autre problème. OK, je vois, je vois. Et il y a des logiciels que tu as à l'esprit qui permettent de répondre à ce besoin? Est-ce que ça te vient à l'esprit de des logiciels qui permettent comme ça de retracer des dépendances ou ce genre de choses? Alors, il y en a franchement, il y en a beaucoup Ouais. parce que Ah en OK, fonction des OK. langages de développement, Mmh. tu vas avoir des outils qui sont dédiés. Exemple, en Mmh. Python, il y a certains outils qui permettent de le faire et qui sont complètement différents du Java, par exemple, OK, j OK. ou en JavaScript, Oui. en imaginez, et c'est une bonne façon de savoir, en fait, si vous avez des outils disponibles pour pouvoir gérer cette situation pour vous, c'est lorsqu'il existe des package managers dans le langage que vous utilisez. Par exemple, en Python, si vous avez le package manager PIP, donc PIP, qui, vous Mmh. permet d'installer des librairies. S'il y a ce système, un peu comme, NPM en fait, hein, s'il y a ce Mmh. système qui existe, cela veut dire qu'il y a aussi des outils qui sont capables d'explorer toute cette arbre de dépendance via les package Ouais, managers et de retracer et de recréer le fameux SBOM comme on l'appelle et donc tout à d'avoir fait. toute votre arbre de dépendance. Donc je ne préfère pas vous conseiller d'outils en particulier parce que cela va vraiment dépendre de votre langage. OK, je vois, je vois. Et du coup, concernant cette partie, liée aux dépendances et aux librairies, il y a une question que je reçois souvent, à la fin de cette information où les gens me disent, «Le DevSecOps, est-ce qu'il faut être développeur?» Parce que Eh là, tu m'en as parlé ben, de prérequis, de moi je suis pas développeur, hein. ah bon, voilà. Eh beh, je suis pas développeur. Non, j'ai pas du tout cette prétention-là. Je suis pas Mais tu développeur. codes quand même, je veux dire, tu touches quand même du code ou, à quel niveau tu situes, la frontière? Oh Ou alors est-ce là! qu'on peut faire sans, du coup? Est-ce qu'on peut faire Oui, sans? on OK, peut faire ça, mais c'est par plus ça contre, la question, ouais. on ne peut pas, se désintéresser complètement du code. Oui, Donc, OK. ça c'est assez subtil, hein, mais c'est vrai que ça a Mmh son mh. importance. On ne peut pas être complètement désintéressé du code et faire du DevSecOps, parce que dans DevSecOps, il y a dev dedans. Est-ce Ouais, que ouais. pour autant, ça veut dire qu'il faut être un développeur de génie?
Non, je ne suis pas développeur, je suis ingénieur réseau de formation, je vous rappelle, hein. Le dev, je l'ai appris tout seul sur le tard Ouais, et ouais, j'utilise principalement du dev, en fait, pour de l'automatisation. Donc c'est même pas vraiment du vrai développement. Je développe pas des tout à fait. applications ou je développe pas des logiciels. Ouais, ouais. J'automatise tout parce que, Mmh un mh. bon informaticien est un informaticien fainéant et je suis Mmh. extrêmement Mmh fainéant. mh. Donc j'automatise tout et en plus de ça, je suis tellement fainéant que je ne connais pas beaucoup de langages. C'est-à-dire que je Ouais, sais très bien utiliser le Python, j'utilise ouais. très bien le bash aussi, et c'est tout. Voilà et je vous jure Tout à fait. que le bash et le Python, ça vous suffit à faire 90 de ce que vous voulez faire, hein. Alors le dev Exactement. web, un peu moins, j'avoue, c'est plus compliqué en Python, c'est possible, mais c'est plus C'est vrai, compliqué. Donc c'est non, vrai. on n'est pas obligé d'être développeur, on n'est pas Mmh. obligé d'être ingénieur réseau, on n'est pas obligé Ouais, d'être ingénieur système, ni ingénieur sécurité. Par contre, il faut avoir une première en tout cas, affinité avec tout ça et ouais. c'est vrai que le DevSecOps a plutôt sa place dans le monde, linuxien. Oui, Ça veut pas dire qu'on peut pas en faire avec du Windows, hein, pas du tout, j'ai des contre-exemples. Mais ça veut dire qu'il est plus adapté dans un environnement avec, de l'open source parce que c'est surtout dans cet environnement-là que la oui. nécessité d'automatiser la sécurité prend toute son importance. De l'hétérogénéité des providers. OK, je vois. Oui, Ouais. monsieur. Ouais, je vois, je vois. OK, très clair, très clair. Et du coup, si nous revenons donc sur la notion encore donc de dépendance, une problématique à laquelle je pense tout le monde a été confronté, je pense même toi, c'est lorsqu'on a effectivement une solution logicielle, on scanne les vulnérabilités, on se rend compte qu'on a des dépendances qui ont des vulnérabilités intrinsèques et lorsqu'on essaie de monter de version d'une de ces dépendances, du coup, Il y a tout qui elle pète. n'implémente plus une fonctionnalité qui est demandée par une autre dépendance qui n'est même pas liée forcément à l'application. Comment est-ce que tu gères un peu ces cas, un peu tordus? Alors, ça m'est arrivé, 500 fois, je pense. Heu, je suis vraiment désolé, mais je Oui, n'ai pas de réponse toute prête. En fait, il y a des réponses qui peuvent oui. aider, mais malheureusement, il y a pas de solution, idéale. Mmh mh. En Mmh. fait, je pense que la différence entre des équipes qui vont galérer vraiment beaucoup à corriger ces vulnérabilités sans tout casser et des équipes qui vont moins galérer, c'est la qualité de leur intégration et de leur déploiement continu. Parce que Oui. si votre intégration continue est suffisamment mature pour implémenter tous les tests dont vous allez avoir besoin, déjà, vous êtes sûr de ne pas envoyer en production un code corrigé qui casserait votre application, premièrement. Mmh mh. Deuxièmement, lorsque vous faites de, l'intégration continue, en théorie, vous êtes censé mettre en place des tests, alors de fonctionnalité, mais aussi des tests non Oui, fonctionnels, des tests de régression. Bref, vous allez analyser l'ensemble de votre applicatif pour vous assurer qu'il fonctionne au moins aussi bien qu'il fonctionnait avant tout à et fait. que, il ne présente pas de vulnérabilité importante. Mmh mh. Si jamais des vulnérabilités sont, détectées, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous la corrigez automatiquement. Je ne suis pas certain que ce soit le choix idéal et pourtant Mmh mh. c'est quelqu'un qui fait du DevSecOps qui vous le dit, hein. Oui. Soit vous déterminez que la correction de cette vulnérabilité apporte plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et oui, toutes les vulnérabilités ne sont pas nécessaires à corriger. Je sais que ça peut Ouais. paraître aberrant d'entendre ça, mais c'est tout à fait cohérent. Tout le monde peut construire une maison et mettre du marbre au sol. C'est super Mmh mh. beau et puis, c'est vrai, ça fait classe. Est-ce que tout le monde en a besoin? Je suis pas certain. Je Ouais. pense que de la même façon, on peut corriger toutes les vulnérabilités présentes sur notre code ou alors on peut se concentrer sur celles qui sont vraiment très, heu, problématiques et mettre son énergie là où le travail va être le plus pertinent pour obtenir un maximum de valeur derrière. Je vais te donner Ouais. un exemple très concret pour que tu comprennes, toi Mmh et mh. les personnes qui nous écoutent. C'est qu'il y a quelques jours à peine, un client me dit: «Voilà, Jordan, lorsque je fais donc des scans de vulnérabilité et cetera sur mon applicatif, je remarque que mon applicatif est faillible aux injections SQL». Mmh mh. OK, donc si ça vous parle pas, tapez sur internet, vous allez voir, il y a plein d'exemples et il me dit: J'arrive pas à corriger sans tout casser» et Oui. donc on est exactement dans ce dont on parlait. Le scénario, ouais. Sauf qu'en fait, en regardant avec lui, un peu plus dans le détail de ce qu'il voulait protéger, on s'est rendu compte qu'en fait, le SQL était utilisé sur le back-end et uniquement dans le back-end et qu'il y avait aucune possibilité pour un utilisateur externe, en fait, de pouvoir
faire ces injections SQL parce que Oui, l'utilisateur, il était connecté qu'au front, le back était tout derrière et oui, oui. les connexions entre les 2 permettaient pas de faire de l'injection SQL. Donc, est-ce que c'était nécessaire de tout casser en corrigeant cette vulnérabilité? Non. Est-ce que Ouais, les je outils vois. détectaient une vulnérabilité? Évidemment. Mais Mhm, mhm. en fait, il faut vérifier si jamais cette vulnérabilité atteint la criticité suffisante et la Ouais, sévérité suffisante pour qu'elle nécessite d'être corrigée. Je suis ok, je vois. désolé, les RSSI vont me détester parce qu'en fait, ça va à l'encontre de tout ce qu'ils essayent de faire au De quotidien, tout le principe, ouais. mais il faut être factuel, il faut être, Mhm, mhm. réaliste. Ouais, C'est ouais. impossible de tout corriger. On peut pas, on ne peut pas. Et, et je pense que c'est un élément important que tu relèves, notamment en parlant des RSSI, parce que j'ai l'impression que l'équipe sécurité est actuellement déconnectée de ce que les DevOps font, de ce que les équipes voilà, de prod. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une coupure et je ne sais pas si tu ressens également la même chose et qu'est-ce que ces équipes sécurité-là peuvent faire pour se mettre à jour? J'ai tellement discuté avec des équipes sécurité qui ne comprenaient même pas de quoi est-ce qu'il s'agissait. Quand Mmh. on commence à parler de cloud, on les perd, on parle de Docker, on les perd et ils donnent simplement des recommandations qui font en sorte que mais ils ne savent même pas comment les vérifier en gros. Et Oui. souvent les outils des éditeurs pour tester en fait la compliance de l'infrastructure mettent souvent 1, 2 ans à être fourni le temps de faire l'étude auprès des grands comptes, etc., et voir quelles sont les erreurs régulières de configuration. Mais pendant près de 1, 2 ans, on a une infrastructure qui est bancale, mais sauf que les experts sécurité ne peuvent pas mettre la main dessus parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, comment est-ce que tu appréhendes cette situation? Alors pour le coup, moi j'ai une idée assez, claire de cette Oui. situation. Je ne suis pas certain d'avoir la vérité absolue, hein, loin de là, hein. Mhm. Mais je me base sur, les clients et les personnes que j'ai pu accompagner, durant mes quelques années de travail et Oui, là où il y a des success stories. En fait, j'ai eu de la chance de voir des trucs qui marchaient, des trucs qui marchaient pas du tout. tout à fait. Heu, il y a un consensus quand même, je remarque que Mhm. là où ça marche, ils font à peu près tous la même chose. Alors, Mhm. j'ai 2 exemples de choses qui fonctionnent bien. La première, c'est un exemple donc d'une boîte dont j'ai pas le droit de dire le nom, mais Tout à qui est, fait. technologiquement assez avancée et pour laquelle le CISO, donc enfin, c'est, on va appeler ça imaginer que c'est un RSSI pour ceux qui sont pas à l'aise Oui. avec cette notion-là, heu, est présent, je veux dire, physiquement, dans les équipes de dev. En fait, il est dans le même bureau, il est avec eux. Et Oui. il échange au quotidien, avec eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait la même chose en fait avec les équipes des plutôt orientées, cloud pur. Donc, Oui. ils sont tous dans la même pièce. Déjà ça aide, mine de rien. Mhm. Ça peut Mhm. paraître Mhm. bizarre ce que je dis, mais c'est très utile. Tout à fait. Et il recueille au quotidien leurs besoins. Et ce ciseau a cette intelligence, je trouve, c'est une vraie qualité Mhm. humaine, de d'être factuel. C'est-à-dire que plutôt que de cocher des cases sur un fichier Excel pour dire en disant: «OK, ça c'est bon, ça c'est vérifié, ça c'est Ouais. vérifié», il dit: «OK, quelles sont les attaques pour lesquelles j'ai le plus de chances en fait Mhm. que Mhm. mon entreprise subisse? Quelles sont les problématiques de mes devs? Quelles sont les problématiques de mes gens on va dire pure cloud, Ouais. de mes DevOps?» OK et il met tout ça ensemble et à partir de là, il décide de prioriser des actions de correction ou d'achat de licences ou d'investissement humain Ouais. et ça marche extrêmement bien et ce qu'il a fait et là, c'est la deuxième situation où je vois que ça marche vraiment bien, c'est Mhm. qu'il a, décidé de mettre dans chaque, alors eux fonctionnent en team plutôt dédiés à des features. Donc il y a des feature Ouais. teams pour chaque fonctionnalité qui va être développée et dans chacune de ces feature teams, ça fonctionne en agile pour ceux qui sont à l'aise Mhm. avec cette idée-là. Il y a au moins un security champion qui est directement relié à lui en fait et ce security champion fait l'intermédiaire, donc va remonter les problèmes rencontrés, Ouais. mais il va aussi diffuser entre guillemets «la bonne parole», évangéliser les gens, mais plutôt que juste d'être une sécurité qui va bloquer, non, Mhm. vous avez pas le droit, ça va être une sécurité qui va accompagner en fait, vers Ouais. la bonne direction. Ça ne marche quasiment jamais de bloquer et de dire: «Non, tant que vous avez pas fait ça, vous passez pas en prod». Mhm. Par Mhm. contre, ça marche quasiment à chaque fois lorsqu'il y a une personne, au moins une personne dans chaque équipe qui montre l'exemple, en utilisant des outils ou des méthodes et
Moi, je l'ai vu, j'ai été security champion, Ouais, je ouais, vous garantis que je vous raconte pas des bêtises. À côté de moi, quelqu'un qui détestait la sécu, hein. Pour lui, il disait que la ouais. sécu, c'était horrible, que ça lui compliquait la vie plus qu'autre chose. Il m'a vu faire des trucs et il s'est dit: Mmh. «Ah, en fait, tu as juste fait ça? En fait, Mmh c'était mh. juste ça que tu as fait?» J'ai dit: «Ouais, ouais, je te promets, c'est 3 lignes dans mon fichier YAML, hein, c'est Ouais, rien ouais. d'autre» et ça m'a permis de vérifier que ce soit compliant. Il m'a Mmh dit: mh. «Ah, Mmh. mais en fait, c'est tout facile ton truc». Donc et bah, au fur et à mesure, il a intégré des bonnes pratiques et quand moi Oui. je suis parti, c'est devenu le security champion, le gars qui Ah détestait la voilà. sécu à la fin. Donc montrer Ouais. par l'exemple l'idée en accompagnant, il y a rien Mmh de mh. plus efficace que ça et la sécurité, moi je répète tout le temps, je l'ai écrit dans mon livre 3 fois. Tout Cette à fait. phrase, il y est 3 fois, la sécurité qui accompagne et la sécurité qui fonctionne le mieux. Donc Ouais, j'en suis convaincu. tout à fait, je vois, je vois. Et du coup, par rapport à ces security champions, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, au moment où on forme, que ce soit les devs ou les ops, en fait, de former aussi en même temps les ingénieurs sécurité? Je prends un exemple simple. L'entreprise décide de former les développeurs et les admins 6 sur Kubernetes. Voilà. Mmh. Est-ce que tu juges effectivement que c'est pertinent d'inclure aussi quelques personnes de la sécu, même s'ils n'auront pas le même niveau de technicité, mais qui viennent et participer à la formation, voir un peu ce que c'est? Parce que j'ai l'impression que souvent on parle de termes qui sont très aériens pour eux et c'est difficile la communication. Alors, là aussi, je vais peut-être dire un truc, qui va Mmh, pas plaire à tout le monde. Je ne ouais. suis pas certain que ce soit nécessaire Mmh dans mh. toutes les typologies d'entreprises. Ouais. Autant dans les entreprises technologiques, j'appelle les Ouais. entreprises dont l'IT est le cœur de métier, oui, Mmh. là, ça a clairement un intérêt parce que la plupart des personnes qui travaillent dans ces startups, dans ces entreprises, Mmh. sont des techs. En tout cas, ont cette fibre tech. Donc Ouais. là, c'est pertinent, mais à 100. Mmh. Autant, il y a certaines entreprises qui sont un peu plus, alors je dirais pas à l'ancienne parce que ça c'est pas vraiment ça, mais qui ont une méthode de fonctionnement plus silotée disons. Heu, Ces entreprises-là, les personnes qui font de la sécurité différemment que, des personnes qui ont un rôle similaire dans des structures différentes, plus agiles et plus Mmh. petites. Mmh. Eux, ils vont assister à ces formations, mais ne vont rien y retenir, ne vont pas Ouais. participer plus que ça. Ça va être une perte de temps et en fait, on peut avoir un effet inverse où il y a un certain rejet technologique, carrément, en se disant: Ouais. «Mais de toute façon, ce truc-là, c'est trop compliqué, ça me saoule, je comprends rien, Mmh. moi, je veux pas de ça, dans mon infra». Je parle de vrais exemples, hein, de Tout à gens fait. dont j'ai entendu dire ça. Mmh. Heu, donc à adapter. Mmh. Plus c'est petit, plus c'est agile, plus c'est technophile, plus il y a de chances que ça marche. Plus Ouais, je vois. c'est grand et siloté, moins il y a de chances que Moins ça ça marche. OK, ça marche. Je sais, c'est très, très clair. Et en termes de certification, parce que de ceux qui disent: «Oui, j'ai passé telle certification». Dans le domaine du DevSecOps, est-ce que tu recommandes certaines certifications? Est-ce que toi-même tu en as passé? Quelle est la valeur que tu donnes à ces dernières? Alors, là, j'ai un avis un peu peut-être tranché, mais Mmh mh. autant en système, en réseau, en DevOps, en dev, c'est moins vrai, mais sur ces 3 Ouais, et en cloud, beaucoup en cloud, les certifications sont un atout indéniable. ouais, Autant en DevSecOps, je trouve que le contenu des certifications existantes est limité. Je ne dis pas que ouais. c'est pas bien du tout, hein, mais Mmh mh. Mmh. moi, je prendrais la chose sous un angle différent. C'est-à-dire que plutôt que Ouais, de passer des certifications DevSecOps qui, en oui, fait, ne veulent pas dire grand-chose, tout à fait. passer des certifications plus ciblées. En DevSecOps, on dit que les profils i enfin, le profil idéal, si je peux parler de profil idéal, c'est un profil en T ou un profil en M, on parle aussi. Profil en T, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une base de connaissances large, sans être deep Ouais. dive dans tout, hein. Donc vous savez faire du système, du dev, de la sécu, de l'infra, du cloud Mmh et mh. vous avez donc la fameuse barre du T, un endroit où vous êtes plus, voilà, où c'est votre truc, Ouais, quoi. tout à fait. Mmh. Moi, je pense que cette base-là, il faut pouvoir justifier de connaissances sur cette base-là et donc c'est là où l'intérêt des certifications vient. C'est-à-dire que, OK, vous avez des connaissances globales. Pourquoi ne pas passer des certifications Linux? Pourquoi ne Mmh pas mh. passer des certifications cloud sur un provider que vous avez l'habitude d'utiliser? Des Ouais. certifications de méthodologie DevOps, des certifications
OpenShift, Azure, GCP, AWS pour ce qui est du cloud, ou alors, du Linux Professional Institute pour ce qui est de Linux. Ouais. Du réseau, c'est un peu moins, j'avoue que ça a un peu moins d'intérêt et pourtant j'en ai un paquet de certifs réseau, mais je pense que ça a un peu moins d'intérêt dans le domaine du DevOps. Les Ouais. certifs de dev ont aussi assez peu d'intérêt selon moi. Par Mmh. contre, il y a des certifs de sécu qui sont très valuables parce que, Ouais. lorsque vous rejoignez une entreprise, que vous dites: «Je fais du DevSecOps et donc j'ai des compétences assez larges, sans être un expert dans tout», et que vous arrivez avec, une certification CKAD ou CKA pour Kubernetes, que vous arrivez avec une certification, GCP Cloud Associate, déjà ça veut dire que ce sont 2 choses que vous connaissez bien, sans être Ouais. forcément un expert, mais ce sont des choses que vous connaissez bien. Et là, Mmh. l'entreprise va être rassurée, elle va se dire: «OK, bon nous on a une stack technique qui est sur Kubernetes, on fait du GCP», donc Google. Finalement, cette personne-là, elle coche quand même déjà un bon nombre de cases. Et après, Tout à c'est fait. sur le field, enfin le terrain lui-même que vous allez Mmh. montrer, là, toutes les compétences que vous avez. Parce que la pour moi, la compétence la plus importante, et je vis pas dans le monde des bisounours, hein, je pense, Mmh. et je le vois au quotidien. C'est pas tellement la certif que vous allez avoir, même si elle permet de rassurer beaucoup les employeurs, donc c'est très Ouais. intéressant d'en avoir. J'en ai beaucoup moi, donc je vous Mmh dirais d'en mh. passer le plus possible. C'est la capacité à pouvoir apprendre et surtout à vous adapter aux changements. OK. Il n'y a pas preuve de plus d'intelligence, sociale, ou même intellectuelle, que de pouvoir s'adapter à des changements de situation, des changements de méthode, des Ouais. changements de technologie, des changements d'organisation, de manager, de collègues, bref. C'est là Mmh. où vous allez pouvoir, véritablement, montrer tout votre talent, et le fait de vous former sur des technologies comme le dev, le DevOps, le cloud, la sécurité, tout ça va vous permettre de gagner en capacité d'adaptation. Parce que vous allez Mmh. voir tellement de choses différentes que plus rien ne vous étonnera vraiment. Vous ne serez pas, Ouais. déstabilisé à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Au contraire, puisque vous auriez Mmh. déjà Mmh. fait avant. Donc la formation, l'auto-formation et la capacité à monter en compétence, c'est ce qui vous prépare le mieux à avoir la compétence principale, la capacité à s'adapter au changement. OK, je vois, je vois. Très clair et je pense que c'est un avis que je partage, à 100. Super et du coup, dans l'écosystème DevOps, si quelqu'un souhaiterait se lancer, quels sont les outils que tu lui demanderais d'apprendre? C'est vrai que c'est très variable, c'est voilà, mais pour toi, si on te demande de donner une liste, bon, pas forcément 10, mais ceux qui te viennent à l'esprit en priorité, c'est quoi comme outil, sur lesquels les gens devraient se former? Alors pour moi, lorsque l'on veut faire du DevSecOps, donc Oui. évoluer dans des stacks techniques qui pratiquent le DevSecOps, ce sont des Mmh. stacks techniques, avancés. Les Oui. entreprises qui utilisent de vieilles stacks techniques, du legacy, font pas de DevSecOps, il faut être honnête. Mmh. Par contre, celles qui utilisent des stacks un peu plus innovantes, oui, c'est un vrai enjeu pour elles, et ces boîtes-là, elles utilisent une stack technique à peu près, pas universelle, mais disons qui suit quand même un quelque chose d'assez classique. Mmh. Dans celle-ci, on retrouve quasiment systématiquement de la containerisation, à plus ou moins grande maturité, mais il y en a Ouais. quasiment à chaque fois. Donc Docker, Kubernetes, pour moi, ce sont 2 indispensables, premièrement. Ensuite, elles ont souvent un environnement cloud, donc AWS, Azure, GCP, est-ce que c'est Ouais. vraiment important? Je ne suis pas sûr. Par contre, de savoir la philosophie et la façon dont on évolue dans un environnement cloud avec la gestion de l'IAM, donc des droits, Ouais. avec la gestion des coûts, le FinOps, toutes ces choses-là, oui, ça a une vraie valeur ajoutée. Donc, pas sûr que ce soit nécessaire de se concentrer sur un cloud provider, mais la philosophie est importante. Ouais. Pour ce qui est de la partie plutôt orientée code, si je puis dire, le langage qui reste quand même aujourd'hui le plus pertinent dans le domaine du DevSecOps, ça reste le Python. Ça ne veut pas dire que ça Ouais. continuera à l'être pendant, 20 ans. Moi Tout j'espère à parce que fait, c'est ouais. tout ce que je sais faire, non, mais mais ça reste quand même le langage principal, Mmh. hem et en plus c'est facile d'automatiser des tâches de sécurité avec du Python, pour être honnête. Enfin Ouais, ouais. facile, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas extrêmement à l'aise, il lui faut que Mmh. Mmh. quelques heures pour pouvoir le faire. Ouais. Lorsqu'on est sur la partie sécurité, pour moi, hein, c'est simplement mon avis, je trouve que, le site de l'OWASP, le top 10 de l'OWASP, en fait, et la Ouais. capacité à pouvoir faire des challenges, donc des on peut appeler ça du CTF ou des Mmh. challenges plus bas niveau,
C'est ce qui prépare le mieux. Pas besoin alors je sais que j'en ai rencontré quelques-uns, il y a des gens, ils deviennent fous. Ils essaient de faire tous les challenges les plus difficiles. Aucun intérêt. Ouais. Aucun intérêt, mais ça n'a aucun intérêt parce que en fait, lorsque vous faites des challenges très, 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 très difficiles, ils Oui. sont purement artificiels ces challenges. Vous ne les rencontrerez jamais dans la vraie vie et même si Mmh vous les mh. rencontrez, vous ne saurez pas les corriger parce qu'ils sont trop deep dive, donc aucun intérêt. OK. Donc moi, Je je vois. suis plutôt fan de faire des premiers challenges de chaque, grande catégorie, donc la Ouais. cryptographie, je sais pas moi, l'OSINT, le tout ce qui est lié au brute force, bref, d'aller un peu Mmh mh. explorer tout Mmh ça pour mh. comprendre, des éléments et pourquoi pas après passer des certifs comme, par exemple, pour ce qui est de la sécurité, vous avez tout dépend si vous êtes plutôt avec une fibre offensive ou défensive. Alors moi, je suis plutôt une fibre défensive, même si je sais Ouais. que je suis une minorité, parce que les gens aiment bien attaquer et moi je préfère défendre. Donc côté défensif, il y a assez peu de certifs, pour être honnête. Ouais. Côté offensif, il y en a beaucoup. Alors il y a des certifs ethical hacking qu'on peut trouver qui sont intéressantes, mais mais la stack technique, elle reste à peu près la même. Mmh mh. Python pour le Mmh. dev, plutôt, hein, ça veut pas dire qu'on fait que du Python, il y a du Go aussi, Ouais. qui est très utilisé. Docker Kubernetes pour la partie containerisation, un environnement cloud, ça peut être pas mal. Alors pas forcément public, hein, il y a aussi du privé que vous pouvez Mmh mh. faire, et pour moi, ce qui est indispensable, mais j'ai peut-être tort, c'est de comprendre, le réseau, de façon relativement approfondie, car 50 des attaques ont lieu, en fait, à travers le réseau et Ouais. si vous ne comprenez pas très bien comment fonctionnent les paquets de données, comment est-ce qu'ils sont analysés par les firewalls, par les WAF, par les choses comme ça, vous n'arriverez jamais à bien protéger votre infrastructure parce que vous comprendrez pas par où rentrent les gens donc c'est Ouais. difficile. Si vous savez pas par où rentre votre cambrioleur, vous pourrez pas protéger mieux votre maison. Vous pourrez mettre autant d'alarmes que vous voulez, mais si vous n'arrivez pas à trouver l'entrée, vous faites comment? Vous pouvez pas savoir. Donc Ouais, je vois, je vois. donc voilà, je pense que c'est ça. Je terminerai par une dernière technologie qui est importante à maîtriser, Mmh c'est mh. votre cerveau. Il y a rien de plus efficace. C'est vrai, Vous êtes effectivement. la meilleure arme de défense Ouais. contre, Mmh, toutes mmh les mh. attaques qui existent. Je vois. Ben, j'espère que, les personnes qui nous écoutent pourront vraiment mettre à profit ces différentes technologies-là. Je suis d'accord à 100. Et du coup, nous arrivons presque à la fin de notre interview. On va parler maintenant de ton ouvrage que tu as produit Mmh. et celui qui nous a notamment inspiré dans notre collaboration. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet ouvrage-là? Quelle a été ta motivation? Quels sont les destinataires de ce livre-là? Et comment tu te sens après avoir publié un ouvrage? Quel est ton Ah! sentiment? Est-ce que si c'est à refaire, voilà. Alors, pourquoi j'ai fait cet ouvrage? Parce qu'il n'existait pas déjà, Oui. c'est peut-être, bizarre, mais c'est vrai. Il y avait pas d'ouvrage de DevSecOps en français. Mmh. Il en existait en anglais. Plus ou moins bon, Mmh. selon mes critères à moi et Oui. quels étaient ces critères-là? C'était la reproductibilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je voulais réaliser un ouvrage où l'ensemble des méthodes, des actions, des techniques, des technologies étaient réutilisables par celui qui va lire celui ou celle, hein, qui va lire Mmh. l'ouvrage et donc déjà ça va aller dans la suite, mais donc j'ai utilisé Mmh. quasiment que de l'open source parce que pour que ce soit réutilisable par des personnes qui vont le lire, il faut que ce soit, gratuit ou en tout Oui. cas Oui. libre suffisamment pour qu'ils l'utilisent Mmh. et lorsque j'ai commencé à réaliser, donc le contenu de cet ouvrage, je me suis rendu compte que, OK, la technique, c'est super, comment sécuriser un conteneur Docker, comment sécuriser un cluster Kubernetes, qu'est-ce qu'on peut faire, comment vérifier que c'est pas trop faillible et après, je Mmh. me suis rendu compte qu'en fait, il me manque l'essentiel. Parce que la technique, c'est génial, mais bah, les technologies, elles changent, elles évoluent rapidement quand même. Donc, Exact. est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire, aussi un vrai point sur la méthode? La méthode, alors c'est pas forcément la méthode, très, très, on va dire rigide, mais l'état Oui. d'esprit dans lequel il faut être. Et donc il y a quand même plusieurs chapitres qui sont sur ce domaine-là. Donc et ensuite, je me suis rendu compte que, bah, moi, qu'est-ce que je voudrais avoir? Ah, des checklists, c'est pas mal. Mmh. Mmh. Comment vérifier que j'ai pas oublié des éléments importants? Donc et au fur et à mesure de tout ça,
finalement de 2 chapitres, on en est passé à 8 puis 9 puis Mmh. et donc alors après j'ai réajusté aussi, hein, j'ai réduit, j'ai concentré des informations parce que sinon le Oui. bouquin allait faire, 1000 pages, donc c'était pas possible. Donc j'ai réduit, Ouais. mais j'ai voulu rendre, le DevSecOps accessible à tous pour montrer, un que c'est pas si compliqué que ça, parce que c'est vrai, hein, c'est Oui, vraiment pas très compliqué. 2 que ce soit en français et c'est quand même beaucoup plus simple de l'avoir dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'on maîtrise en tout cas. tout à fait. Et 3 que ce soit reproductible, c'est-à-dire que vous puissiez retester tout ce que vous lisez dans le livre Mmh mh. Mmh. et même si vous avez pas de serveur, hein, parce que c'est ça Tout aussi à l'idée. fait. Il faut pas investir de l'argent pour créer un serveur, sur un provider payant. Vous pouvez le faire sur votre propre PC, toutes les Tout à manipulations fait. qui sont expliquées. Donc, Mmh mh. vraie Mmh mh. plus-value et en même temps, ça vous oblige aussi, si vous essayez vraiment de refaire toutes les manips, de creuser un petit peu les technologies qui sont abordées. Donc, de creuser le versionning de code, de Mmh. creuser Docker, Kubernetes, le monitoring, et cetera. Donc, en fait, ça vous fait, je pense, apprendre de nouvelles choses. Est-ce que ça vous transformera en expert du DevSecOps? Non. Est-ce que ça vous permettra de vous mettre sur la voie de cette expertise-là? Bah, c'est ce que j'aime croire. Ouais, OK, je vois, je vois. En tout cas, je pense que je suis l'un des premiers, je veux dire quoi, à avoir déjà fait un retour concernant cet ouvrage, notamment après de l'avoir lu en profondeur. Donc je peux confirmer à ceux qui vont nous écouter, que ce soit sur YouTube ou sur le podcast, que l'ouvrage est vraiment efficient. C'est-à-dire pour des personnes qui partent de 0. Je faisais un peu de sécurité, mais je n'avais pas encore mis tous ces éléments de bout en bout et surtout je n'avais pas une vision globale de la partie dev, et aussi un peu de la partie login et monitoring. Je me situe énormément sur la partie vraiment système. Donc, sécurité, de Kubernetes, sécurité de Docker, mais pas forcément côté applicatif. Et effectivement, ça laisse quand même une porte ouverte aux attaquants si on n'essaie pas de sécuriser l'ensemble de la chaîne. Donc ça, c'est fondamental. Et le livre vraiment apporte des réponses concrètes, peu importe votre niveau, mais c'est vrai que c'est très intéressant pour les personnes qui ont déjà un certain niveau, que ce soit sur Docker ou Kubernetes, ou alors du GitLab. Encore mieux si vous avez quelques petites bases en dev, c'est-à-dire de code, que ça vous parle, grosso modo, parce qu'il y a la partie sécurisation de l'application. Je me suis aussi rendu compte que même des personnes qui ont un profil différent peuvent lire le livre. C'est-à-dire, si moi je suis intéressé par Docker, je peux aller sur le chapitre Docker et je vois comment sécuriser mes Docker files, scanner mes images et je me limite à ça. Celui qui est fan de Kubernetes, il peut aller sur la partie Kubernetes et en effet, il voit comment sécuriser le cluster ainsi que l'écriture de ses manifestes. Et celui qui est dev, il peut aller sur la partie. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que le livre permet de pouvoir choisir globalement la partie qui nous intéresse et la faire si on n'est pas forcément à l'aise avec les autres technos. Et bien sûr, on a un fil conducteur qui est GitLab qui nous permet de faire de l'orchestration de nos opérations que nous souhaitons réaliser dans la pipeline. Donc, c'est vraiment fort intéressant. Donc, si vous avez un livre de collection que vous voulez acheter sur la partie DevSecOps, je recommande vraiment cet ouvrage-là. Et du coup, ma dernière question sera liée à la partie salaire. Oui, pas le tien, mais pour essayer en effet de donner une idée. Parce que les gens vont dire, OK, Jordan nous a donné l'envie de faire du DevSecOps, mais à la fin du mois, il faut payer les factures. Et si on peut les payer en souriant, c'est tant mieux. Donc, quelle est la fourchette que tu vois? Bon, c'est vrai que ce n'est jamais exact. On est d'accord, on est dans les spéculations, mais ça permet au moins, voilà, que les gens puissent comprendre. Ça peut être intéressant. Bien sûr. Alors moi, je peux vous parler, des salaires, liés à la pratique du DevSecOps aux États-Unis et en France. Oui, J'ai oui. pas la connaissance des autres pays, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, hein. Mmh. Heu, pour ce qui est de la France, vous avez les salaires parisiens ou région Oui, parisienne qui sont quand même plus élevés, hein, que ceux des autres endroits de région. Mais lorsque vous faites du DevSecOps, Heu, vous êtes attendu avec un niveau d'expérience qui est au moins de 3 à 4 ans, parce qu'il est difficile de pouvoir justifier d'avoir cette base, vous savez, comme je vous l'expliquais, la base en T, donc la base de tout à connaissances fait. sur l'ensemble des domaines, si vous n'avez Mmh. pas un minimum de pratique. Oui, oui. Donc on est déjà, même sur les tout premiers profils, sur des gens qui ont au moins 3 à 4 ans d'expérience. J'inclus les alternances là-dedans, hein. Ça compte Exactement. comme, Ouais. année d'expérience et
Un débutant, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'avec 3-4 ans, on n'est plus Mmh vraiment mh. débutant, hein. Mais une personne qui Mmh. va, être sur des profils plutôt, intermédiaires, donc junior intermédiaire, en région parisienne, ils peuvent, facilement justifier un salaire annuel, à 55-60 K. C'est quelque chose qui est tout à fait, Oui, envisageable. Après, tout dépend de votre talent de négociateur tout et à des fait. certifs que vous avez parce que ça vous permet aussi de pouvoir justifier, de connaissances, très, très important ça dans la négociation du salaire. Ouais. Lorsque vous êtes sur des profils plus expérimentés avec une dizaine, douzaine d'années d'expérience, heu au-dessus de 10 ans, ça n'existe pas, hein. C'est pas que les gens sont mauvais, c'est juste que Mmh s'il y a pas assez d'ancienneté. Donc de toute façon, c'est que vous pouvez pas, avoir plus d'expérience que l'année de pratique de tout cet environnement-là, pas possible. Ouais. Mais sur entre 5 et 10 ans, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, vous pouvez, potentiellement aller entre 80 et 110 K, c'est tout à fait jouable en région Mmh mh. parisienne. Si vous voulez Mmh. avoir l'équivalent des salaires plutôt sur les régions, vous enlevez entre 15 et 30, ça dépend en fait où vous vous situez. Vous aurez à peu près l'idée. Aux États-Unis, on est sur des chiffres qui sont Mmh. complètement différents. Aux Oui. États-Unis, on est sur, début, donc plutôt débutant, on est sur, 100 000 ou 110 000 Ouais. pour 5 à 10 ans d'expérience, on peut s'approcher des 300 000 c'est tout à fait possible, hein. Pas annuel, hein, j'entends. Tout à fait. Ça peut vous paraître de gros chiffres, hein, vous pouvez vous dire que je dis n'importe quoi. Mmh mh. Mmh. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, Ouais. vraiment. Allez voir, vous-même, allez voir sur les annonces, il y a certains sites qui, Mmh. proposent des postes en indiquant la fourchette de salaire et vous allez voir Ouais. que je ne vous raconte pas de bêtises, hein. On est sur de très belles rémunérations. Si vous êtes plutôt sur du freelance et ou de l'indépendant. Alors là, en jeune DevOps, DevSecOps, on est à 500 € par jour à peu près. Ouais. Alors là encore, dépend, full remote, région Paris, c'est pas pareil Ouais, ouais. et pour quelqu'un de très expérimenté, et pour le coup, il y a pas de plafond. Ça peut vous paraître Mmh. étonnant, mais il y a pas vraiment de plafond parce que j'ai déjà été sollicité moi-même, hein, et Mmh. d'autres Mmh. personnes que je connais pour des missions très, très courtes de quelques jours, mais avec, des niveaux, à 1 500 € jour, hein, tout à fait Ouais, possible. ouais. Tout à fait. Alors que pour des missions beaucoup plus longues, donc avec 6 mois, 1 an, on était plus proche des 700-800. Donc tout dépend. Tout dépend des Tout à fait. conditions. Il y a un Mmh. minimum quand même. Je vous cache pas qu'un DevSecOps, travaillera rarement pour moins de 500 € par jour, je Ouais. pense. Mmh. Et le plafond n'est que celui que vous vous fixez. Ah, ça, c'est sûr. Donc je tenais à rappeler que, donc le livre DevSecOps de Jordan se trouve aux éditions ENI. Je ne sais pas si je l'ai déjà précisé. Vous aurez le lien également dans la description. Il est important avant de terminer, cet échange très intéressant qu'on a eu avec Jordan, de préciser que si vous souhaitez également vous former et que vous n'aimez pas forcément lire, avec Jordan, donc on a travaillé sur une formation vidéo qui est disponible sur EasyTraining, donc easytraining.fr. Vous avez un cours lié au DevSecOps et qui s'inspire en effet de l'ouvrage qu'il a produit avec la même dextérité que vous me connaissiez. Donc, dans cette formation-là, je pense que vous apprendrez en effet 50, 60%, voire 70% de ce qu'il y a dans le livre, sachant qu'on ne pouvait pas tout mettre, sinon ça devenait un peu trop long. Et il y a des concepts qui, à mon avis, étaient un peu trop avancés voilà, pour cet auditoire-là. Mais si vous voulez un bon livre de collection, bah, du coup, n'hésitez pas à aller prendre celui-là que vous avez gardé dans votre, dans votre Et bibliothèque. Et et ce voilà. qu'il y Oui. a d'intéressant, c'est qu'en plus, vous pouvez Mmh. bénéficier de toutes les compétences liées au DevOps, Oui, d'Easy Training puisque c'est parce que je sais, moi je vous suis depuis un moment, hein. tout C'est à plein fait. de formations sur le sujet et elles sont toutes qualitatives donc en plus de bénéficier de cette qualité de formation autour des Mmh. technologies DevOps et du travail qu'on a pu faire ensemble pour ajouter la stack de sécurité Yes. par-dessus, je trouve que c'est tout bénef pour vous, et je ne prendrai pas mal si vous n'aimez pas lire. Moi, je suis pas un grand fan de lecture non plus, je le suis devenu au fur et à mesure, mais c'était pas mon cas au Ouais, début, donc allez-y, extrêmement qualitatif, pertinent et je pense que vous allez adorer. super. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, aux profils juniors qui nous écoutent et qui se posent des questions sur leur carrière? Vraiment un conseil d'ordre général, voilà, si tu veux mettre Ouais. spécifique.
Alors, je n'ai pas la prétention, du tout de savoir, ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire, quelles sont les problématiques que vous rencontrez, les questions que vous vous posez. Non, je n'ai pas cette prétention. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que, l'informatique, n'a de limite que celle que vous vous fixez, autant dans l'apprentissage, dans la réalisation professionnelle, dans la carrière, dans la rémunération. L'objectif final, pas forcément d'avoir la meilleure rémunération possible. L'objectif final, c'est de pouvoir vous épanouir dans ce que vous aimez faire et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi le DevSecOps, c'est qu'il y a pas vraiment grand chose que je préfère. J'adore tout. Donc comment réussir à continuer à progresser dans tout? Ah, le DevSecOps, ça réunit quand même pas mal de domaines finalement Mmh mh. et cet élément, adaptez-le à vous-même, cherchez ce qui vous fait kiffer simplement Tout à et fait. capitalisez dessus. Le salaire viendra ensuite, c'est sûr, parce que vous allez Mmh mh. développer une Mmh. expertise qui sera demandée, et comme vous allez faire ce que vous aimez, vous allez devenir excellent. Le travail paye toujours, n'oubliez jamais, si vous vous formez, si vous montez en compétences, vous recevrez toujours le fruit de ce travail. Profitez-en, continuez d'apprendre parce que l'informatique est un des rares métiers dans lequel on est étudiant toute sa vie. Super. Donc je pense que je n'aurais pas pu mieux conclure. Donc merci Jordan pour, ta disponibilité et pour, la participation à ce live. Donc dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez qu'on fasse effectivement encore d'autres lives sur, cette partie technique avec, d'autres invités de qualité, comme Jordan et moi je vous dis à très, très bientôt sur, nos différentes plateformes. À très bientôt.